Au sein des communautés queer, féministes, de grève, de tout ça, voilà, le mal, on sait qui c'est, et puis du coup on s'accorde à avoir un méchant commun, mais on questionne peu ou pas assez nos propres dynamiques au sein des plus petits groupes. Bienvenue dans Décharge, ton podcast de conversation autour des déclics féministes. Je m'appelle Sarah, et à mon micro, des personnes se racontent au cours de discussions intimes et libres. Dans ce 15e épisode, je reçois Mélie. Au fil des interviews, c'est de plus en plus clair pour moi qu'on a tous notre propre manière de mener nos combats. Avec Oil Productions, Mélie a choisi la sienne, en inventant une autre manière de faire du porno, éthique. Parce que si la société, c'est aussi nous, et qu'on ne veut plus de ce système nécrosé, alors il faut qu'on change. Dans cet épisode, on discute de passer de la théorie à la pratique, de porno et de prendre soin de soi. Bonne écoute! Il y a un truc cool avec le porn, c'est que d'une certaine manière, ça gêne quand même toujours un petit peu les gens. Donc il y a un filtre qui se fait parfois aussi avec certaines personnes qui abordent juste pas le sujet parce que ça les gêne, et puis au moins, pas besoin de se prendre de violence ou de devoir justifier, c'est cool. Ça me donne déjà une idée d'une première question, mais je t'ai même pas salué et remercié déjà d'être là, Mélie. Coucou. Je suis trop contente qu'on fasse cet enregistrement aujourd'hui. Je me réjouissais de te parler aussi parce que je me suis rendu compte que s'il y a un thème récurrent dans mes podcasts, ou du moins une formulation que j'utilise, c'est qu'on finit souvent par parler de cul, parce que c'est un enjeu de la vie de tous les jours. Et je me suis rendu compte que je formulais des choses comme « il faut repenser le désir ». Du coup, je me suis dit que ce serait super intéressant de parler avec quelqu'un qui, justement, essaye de donner d'autres formes au désir, de le montrer différemment. Je suis trop contente de parler avec toi aujourd'hui, surtout que tu fais partie du collectif Oil Productions, qui est un collectif, sauf erreur, lausannois. On est en Suisse romande, on va dire. Okay. On essaye d'avoir des ancrages un peu partout, d'être pas lausanno-centré. Ok. Donc un collectif épars. Voilà. De production de films porno. Exactement. Trop bien. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus déjà pour commencer, juste pour replacer pour les personnes qui ne connaîtraient pas Oil? Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir des codes pour voir des films en quarantaine. Oui, alors tout le monde a accès et peut nous demander sans autre le fameux code pour voir nos films. On a décidé de les libérer sur la toile, sur notre site, parce que on sait que tout le monde passe du temps chez soi et ça peut toujours faire plaisir d'avoir accès à autre chose que le porno très classique qui est actuellement en ligne gratuitement. Donc du coup, n'hésitez pas à nous contacter, je partage avec plaisir ce fameux code. Du coup, Oil, c'est un projet qu'on mène à 6 personnes depuis maintenant 1 année et demie, je dirais, qui a été initié notamment par une très bonne amie maintenant, Nora Smith, et moi-même il y a plus de 2 ans quand on s'était rencontrés pour discuter de porno. Parce que j'étais déjà relativement concernée vu que j'avais écrit un mémoire de master en anthropologie là-dessus. Et puis elle était en train de faire un travail de diplôme à l'ECAL sous forme de film porno. Donc du coup on a été réunis par des amis communs. On s'est très bien entendus et puis on s'est dit, après quelques bouteilles de rosé, que ça serait cool de faire du porno. Et elle m'a magiquement recontactée quelques mois après, le jour où je m'étais pris un vent pour faire une thèse à l'Uni. Et du coup... les choses sont très bien faites parce qu'au lieu de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la thèse et rester dans la théorie, j'ai foncé dans la pratique que j'avais décrite dans mon mémoire. Et du coup, au fil des semaines, on a rencontré, communiqué avec plein de gens qui pourraient être intéressés à prendre part au projet. Et puis on a finalement constitué ce noyau dur de 6 personnes. Et on a, dès le départ, commencé à tourner. On s'est lancé quasi en autodidacte, même si beaucoup ont une formation de photographe ou d'école d'art. Mais malgré tout, on était complètement novices là-dedans. Et du coup, on a fait plein de tournages, on a monté plein de films. Depuis 1 année et demie maintenant, petit à petit, on arrive
à une finesse, on arrive à des films qui correspondent de plus en plus à ce qu'on a envie, et c'est trop génial. Trop bien. Et tu disais que tu étais passée de la théorie à la pratique, mais dans le sens où ton mémoire questionnait déjà le porno mainstream? Alors au départ, l'idée c'était ça, de questionner le mainstream et l'alternatif. J'ai assez vite compris qu'en fait, cette vision binaire ou manichéenne des choses ne fonctionnait pas et qu'évidemment, le inside et outside n'existe pas, que tout est zone grise. Mais malgré tout, je suis partie plusieurs mois à Berlin et j'ai, entre guillemets, intégré la communauté queer et sex-positive là-bas. Et j'ai rendu... Au départ, je voulais faire un film documentaire. J'étais passionnée par l'anthropologie visuelle, donc j'ai beaucoup filmé. J'avais là-bas un statut de filmmaker, c'est comme ça que je me présentais, plutôt qu'anthropologue. Okay. Donc quelqu'un qui vient filmer ce que les personnes qui font du porn à Berlin font. Mais ça s'est avéré, évidemment, hyper compliqué et plus intense que prévu. Et j'ai jamais osé rouvrir mon disque dur avec tous les rushs dessus. Ah ouais? Je l'ai remonté de ma cave il y a quelques semaines et je pense que je vais l'ouvrir bientôt. Ça fait 4 ans maintenant. Et du coup, j'ai rendu un travail écrit. Ok. Et j'ai pas questionné mainstream vs alternatif. J'ai plutôt questionné juste disons, le processus de production d'un film porno à Berlin par une communauté queer, dans ses perceptions, ses enjeux, les valeurs qu'ils ont associées. Et j'ai essayé de dépeindre de tout ce que j'avais appris et emmagasiné pendant ces mois là-bas, en fait. Ok. Et comment est-ce qu'on passe de... Alors, je ne sais pas si tu as grandi dans le pied du Jura ou si tu en es originaire, mais en tout cas, tu as fait des études d'anthropo, c'est ça? Ethno-anthropo? Ouais, ethno-anthropo, exact. Pourquoi cet intérêt pour le cul et le porn? C'est une bonne question qu'on m'a déjà posée. À chaque fois, j'ai la même chose qui vient. C'est des concours de circonstances. Déjà, je pense simplement, c'est un milieu à Lausanne avec des amis, la fête, et ce genre de choses, un groupe de personnes. La fête du slip, donc. Pas encore, en fait. C'était même avant la fête du slip. Je connaissais du monde à Lausanne. Je sortais, je faisais la fête. Et en parallèle, je vivais à Neuchâtel et je faisais des études d'anthropologie. Et j'ai décidé de suivre un cours d'études genre à Genève. C'est là où tout d'un coup la prof nous a proposé de faire un petit travail pratique de terrain. Et puis où je me suis dit, ah mais purée, en études genre, il faut... si j'ai envie de déranger un peu, j'ai toujours bien aimé déranger un peu avec les sujets que je choisissais, il faut aller voir ce que fait la fête du slip. Du coup, j'ai été à la fête du slip pour observer, pour un petit cours, quelques crédits à Genève. Puis en fait, il s'est avéré que j'ai eu un coup de cœur. J'ai rencontré une nouvelle famille, vraiment, je peux le dire. Et puis que finalement, mon mémoire qui devait être sur le tatouage s'est avéré finir par être un mémoire sur le porno. Et je suis partie à Berlin sur conseil de la plupart des gens là-bas. Ok. Je me demandais si c'était aussi un intérêt personnel. Enfin, moi, je sais que pendant des années, j'en ai pas trop regardé parce que, en fait, quand j'en regardais, j'avais l'impression que de toute façon, ça ressemblait pas à ce que moi, je pouvais vivre dans mes relations sexuelles. Et du coup, je me demandais si c'était parti d'un intérêt aussi, non seulement en tant qu'étude académique, mais aussi d'une volonté de voir comment est-ce que ce produit culturel qui peut potentiellement influencer mes perceptions de mon propre corps, de ma propre sexualité. Enfin, moi, je sais que pendant des années, j'ai considéré que, en l'occurrence, ma vulve devrait être glabre parce que c'était ce que je voyais. Et je me demandais si toi aussi, à un niveau personnel, ça avait pu avoir un impact où tu t'es dit, je vais aller voir derrière le rideau un peu, qu'est-ce qui se passe et aussi comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Je pense que mon intérêt, sans mentir, il était vraiment anthropologique, dans le sens où j'ai toujours, et c'est hyper intéressant du coup maintenant d'en faire partie, un intérêt à comprendre pourquoi et comment socialement et anthropologiquement on crée des produits culturels alternatifs, différents, militants, politisés. Comment est-ce qu'on se place là-dedans? Comment est-ce qu'on justifie la production de tel film? Quelles valeurs on essaie de véhiculer? Quel est tout le vocabulaire associé, les pratiques, les festivals? Enfin, une fascination pour, disons, la communauté, si on ose l'appeler comme ça, même si c'est un peu cliché, qui gravite là autour. Après, en termes d'intérêt personnel sur la sexualité et le porno et ma propre sexualité et comment elle est représentée,
Ça, évidemment que j'ai un intérêt profond pour tout ça et une fascination depuis toujours. Ça, oui. Si je dois remonter à ma plus tendre enfance, je sais que j'ai des souvenirs de masturbation très très jeune, que j'ai des souvenirs de films porno aussi extrêmement jeunes, que j'ai une sexualité très active aussi très tôt, avec beaucoup de gens, en passant par plein de stades, voilà. Donc, dès le départ, j'ai pas de pudeur ou de gêne à me confronter à ces questions-là et à en parler. C'était vraiment, ça faisait déjà beaucoup partie de moi, la sexualité en général. Maintenant, le côté de la représentation et puis le fait d'avoir des propositions alternatives, ça, je pense que c'est plus une construction théorique militante qui est un petit peu en parallèle, je dirais, à tout ce processus. Je pense pas que quand j'ai commencé à m'y intéresser, je crois pas que j'étais déjà féministe et militante. C'est venu par la pratique. Ok. Et tu dirais que justement, le militantisme, il est venu comment? J'ai l'impression de poser une question, la poule avant l'œuf, l'œuf avant la poule, mais version porn et militantisme, tu sais. Non, alors, pour moi, c'est assez clair que le militantisme mon militantisme est encore en train de se construire. Ah bah, et il n'est clair, pas encore totalement assuré, ni assumé toujours. Et je suis pas toujours convaincue par ça, par les questions de militantisme. J'ai pas une grande sensibilité pour ça, alors que j'ai beaucoup de gens, dont typiquement ma sœur, qui a longtemps été un modèle, enfin qui est toujours, mais qui a été un modèle de militantisme pour moi, parce qu'elle a intégré des milieux militants beaucoup plus tôt que moi en termes de timing. Je venais un peu la piquer et la chercher là-dessus, sur ces terrains-là, puis au final, on s'est retrouvés. Parce que par mon intérêt anthropologique, j'ai côtoyé des gens qui ont pu me transmettre leurs valeurs, leur vision des choses, et j'ai pu les intégrer par la pratique et du coup les ressentir et les justifier. Mais avant ça, non, quoi. Il y a encore, je sais pas s'il faut dater, il y a 5 ans, je t'aurais pas répondu que j'étais féministe. C'est vrai? Ouais. Ça se crée petit à petit pour toi? Ah ouais. Et ça se renforce et ça doit... J'ai besoin d'avoir des ancrages, des piliers sur lesquels m'appuyer qui justifient mon propre militantisme. Après, celui des autres, pour moi, il est observable, de nouveau, hein, sociologiquement ou philosophiquement, je peux comprendre toutes les démarches et les gens qui politisent leur quotidien, leur pratique et ces questions-là. Mais moi, c'est assez friable. Ok. Je sais pas si pour toi ça fonctionne comme ça, mais là, de ce que tu dis, ça me fait penser au fait que je sais que personnellement, j'ai besoin de comprendre et ressentir les choses ou que quelqu'un me le dise parfois pour avoir une prise sur une réalité. Et je sais pas si pour toi c'était ça aussi. Si au fil du temps, en côtoyant des milieux où justement il y avait plus de thématiques féministes ou plus de gens qui en parlaient. Pas directement comme ça, parce qu'il y a des choses auxquelles je m'intéresse et des milieux que je peux côtoyer et pour autant je mimétise pas. Je pense que c'est plutôt à un niveau émotionnel. Et je crois que les déclics, s'il y en a eu, c'est quand je me suis rendu compte que dans ma propre vie, sans avoir pu avoir cette grille de lecture avant ça, ou ces nouvelles lunettes, enfin, on m'a tendu les lunettes, je les ai mises et j'ai pu observer ma vie et ressentir des émotions fortes et souvent violentes et difficiles sur mon passé ou même mon présent, ou suivant comment mon futur, avec une lecture féministe et en me disant ok, là il y a des gros soucis qui me concernent et qui me touchent. Et du coup j'ai pu entrer et sentir et être émue par ça et puis du coup me sentir impliquée. Parce que jusqu'alors, c'était les autres. Et puis les autres, évidemment que je comprends leur processus et qu'il est tout justifié. Il n'y a pas de toute façon de justification à avoir que d'être militante. Mais moi, il a fallu que je le ressente dans mes tripes. Et pour ça, il a fallu que j'apprenne la nouvelle lecture du monde et puis que je puisse regarder mon passé et puis me dire, ok, il y a plein de soucis, il y a plein de choses, il y a plein de traumas, il y a plein de choses. J'ai ramassé, quoi. J'ai trop ramassé. Maintenant, je veux plus et puis je veux reprendre le pouvoir. Du coup, tu penses que... Enfin là, tu as dit que ça te redonnait de la force. Et souvent, on parle de ça comme dans le féminisme, tu sais, de ce empower, je sais pas comment...
Ouais, Ouais. agentivité, ouais, Je sais enfin, pas comment voilà, le quoi. dire sans que ça ait Mais c'est l'air. plus- c'est mieux en anglais, c'est En cool. anglais, ça fait vraiment un truc badass, quoi. Mais pour arrêter, en fait, de Bah ouais. subir des injonctions, ou je sais pas comment est-ce que toi, tu le thématiserais. Qu'est-ce que tu dirais que ça Ben, a changé dans ta vie, en fait, d'avoir ces lunettes, ou du moins ce regard sur ton vécu? bah, ça a fini ma lecture, puis ça m'a proposé des nouvelles versions, en fait, de ma mémoire. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'on vit notre histoire et on la garde comme on a envie de la garder, puis comme on veut la raconter. Et puis tout d'un coup, en fait, on peut la regarder avec ces fameuses nouvelles lunettes, puis se dire, ah, mais cet événement-là, ou tous ces événements-là accumulés, ou ces petites choses, ou ces très grosses choses, ben, en fait, peuvent être vues différemment et racontées différemment. Je me suis réécrit un peu une histoire. Et je pense que je suis encore dans ce processus de réécriture de ma propre histoire avec des lunettes féministes, et que c'est ça qui me donne envie de me battre avec toutes les autres personnes qui veulent le faire, parce qu'il y a un truc commun de souffrance et de revendication, et puis j'ai pu me sentir intégrée, en fait, pas juste observatrice des féminismes existants et des militantismes autour de moi, mais vraiment me entrer dans cette masse organique de personnes qui subissent des violences liées à tout ça, quoi. Et c'est pas que les meufs, hein, c'est plein de monde, quoi. Les injonctions, les discriminations, les violences, voilà. Mais en soi, le mot militante, il a une connotation très politisée et très dans l'action. Et puis c'est là où je pense que grâce à Oil et ce projet avec d'autres personnes, j'ai pu canaliser les actions là-dedans. Et du coup, j'ai un peu décidé, ok, mon militantisme, il va prendre vie là, parce qu'en fait, j'ai pas envie de défiler dans la rue avec des banderoles ou d'aller faire de l'anti-troll sur Internet. Ça, j'ai pas d'affinité avec ça personnellement. Du coup, le porno, maintenant, la création de films porno alternatifs, elle me permet de canaliser le côté militant. Mhm. Tu penses que tu avais besoin justement d'un moyen d'expression, que tu le recherchais d'une manière ou d'une autre? Je sais pas si c'est de l'expression. Je pense que ouais. Je dis pas forcément Ouais. expression de soi, Je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas sûre. mais de prendre la parole Oui. sur des sujets où, Je pense comme que là, c'est exactement là, c'est ça. C'est pas un moyen d'expression artistique ou créatif, parce que ça, je suis moins impliquée dans ces aspects-là. Enfin, j'ai décidé de moins le faire. Ça, c'est trop anxiogène pour moi. Mais par contre, oui, de tout d'un coup créer des liens avec certaines personnes, puis de me pouvoir légitimer mes propos et prendre de la place pour parler concrètement, même si j'ai toujours beaucoup parlé dans ma vie. Là, tout d'un coup, j'ai le droit, c'est ok, et puis c'est des espaces pour ça, et c'est hyper agréable. Et donc oui, tout d'un coup, légitimer la parole, ça c'est certain. Après, l'expression créatrice, moins. Je pense qu'elle est insufflée par les autres personnes du collectif et dans nos créations, et c'est cool, et je touche un peu ça, mais j'ai pas encore trouvé le moyen de m'exprimer artistiquement. Ça, non. tu disais que justement la création de porno avec Oil, enfin de contenu pornographique avec Oil, que ce soit actuellement les podcasts ou les films, ça avait été un moyen pour toi de canaliser ton énergie, tes idées et ton féminisme en quelque sorte. Et en fait, je sais que souvent, dans les différents articles que j'ai pu lire sur votre collectif et vos films, les deux adjectifs qui reviennent, c'est souvent féministe et puis éthique. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment et pourquoi, en fait, ces deux adjectifs, ils vont avec ce que vous créez? En fait, c'est des décisions qu'on a dû prendre assez rapidement, parce qu'on savait qu'on allait devoir communiquer sur ce qu'on faisait et quels mots il fallait utiliser pour parler du projet. On a décidé dès le départ de ne pas utiliser féminisme. Si je ne me trompe pas, à aucun moment, en tout cas sur notre site ou ce genre de choses, on n'accole pas film porno féministe. Par contre, on a décidé de choisir éthique. Au départ, on avait choisi éthique et dissident. Et puis le dissident s'est vite évaporé parce que c'était très prétentieux et pas forcément réaliste. Juste excitant comme terme, mais pas si proche de la réalité. Féministe, on a décidé de ne pas le mettre parce qu'il y a toute une
tranche, ou je sais pas comment dire, tout un gâteau de, de films porno féministes, dits féministes en ligne, mais qui se perdent un peu parce que c'est plutôt des sites internet où il y a un fond rose, puis on dit que c'est pour les meufs, et puis ça c'est no way. Et puis surtout, on est 6 personnes avec chacun évidemment des postures féministes différentes, donc on voulait pas non plus avoir un adjectif féministe au singulier. Donc on se considère évidemment toutes féministes, je pense que je peux le dire, mais pour autant notre collectif, la seule et unique chose qu'on fait, c'est de produire du porno, qu'il soit auditif ou visuel ou théorisé comme j'aime bien le faire. Et du coup, il fallait qu'on mette un mot derrière pour essayer de définir que c'était pas un porno autant classique que d'habitude. Alors on aurait pu mettre alternatif, on aurait pu mettre arty, puis on s'est dit que c'était cool de mettre l'emphase sur le côté éthique. Et puis cette éthique, on a essayé de la définir aussi, et ça fluctue aussi, mais en gros, il y a 2 gros pendants à notre charte éthique, ou les choses qu'on s'est fixées. C'est la manière dont on produit les films, donc c'est-à-dire un respect infini pour toutes les personnes qui s'impliquent, en leur donnant la possibilité de s'exprimer un maximum dans les différentes étapes, autant de création que de tournage, que de montage après, que de diffusion. C'est-à-dire toujours penser à tout le monde et puis être sûr que c'est ok de jamais prendre un oui pour quelque chose qui dure, mais de garder le côté éphémère des acceptations, disons. Tu dis qu'aucune pratique ne soit vue sous prétexte qu'elle a été discutée en amont comme obligatoire. Oui, par exemple, alors il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est même, disons, un peu plus subtil, c'est d'essayer de considérer chacune des personnes. Là, on est sur un projet, actuellement, on va tourner un clip dans quelques semaines. Donc on a fait un premier rendez-vous hier, on est 3 et on a passé en revue chacune des personnes en se demandant comment elle allait se sentir par rapport à ce projet. Dès le départ, avoir une finesse dans la lecture du vécu de chaque personne dans le projet. Donc évidemment que c'est des pratiques jamais obligatoires en termes de... Mais c'est aussi, on va faire un post Instagram avec une photo tirée du film que tu as tourné il y a 18 mois, c'est ok, un petit SMS le matin. Et puis la personne dira toujours ok, mais on lui a demandé. Et puis si jamais elle dit non, ben c'est ok, avec plaisir, c'est un non, on l'accepte. Constamment ne rien fixer. Donc ça, c'est notre éthique générale de care, quoi, de bienveillance. Qui est aussi lié au consentement et à la bienveillance. Voilà, consentement, bienveillance. Mais bon, c'est des termes qui sont hyper associés au féminisme en général ces temps. Et parfois, de juste les dire, ça suffit pas. Et puis, on se rend compte que c'est très glissant, enfin je l'utilise à chaque fois glissant, et c'est toujours assez drôle. Mais c'est vrai, c'est hyper glissant comme terrain parce que même si tu décides de consentir d'un truc, peut-être que ça change pendant, et puis tu dois pouvoir avoir la force mentale et physique, et puis la possibilité de pouvoir le dire. Non mais c'est clair. Rien qu'avec soi-même, être à l'écoute de son propre consentement, c'est quelque chose qu'on arrivera peut-être en une vie, mais voilà, sur le papier, c'est facile de dire qu'on fait des films éthiques, en pratique, c'est beaucoup de recherche pour affiner cette sensibilité. Puis après, il y a toute l'éthique du contenu, de qu'est-ce qu'on représente. Puis là, on repart sur ce que tu parlais avant, de représenter d'autres choses, d'autres désirs, d'autres corps. Alors là, c'est plutôt une ligne directrice qu'on s'est mise, c'est-à-dire qu'on aimerait à moyen terme, si on regarde l'ensemble de nos films, avoir des représentations diverses de corps, de sexualité, de tout ce qu'on peut représenter. Ça, c'est hyper difficile aussi en pratique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas passer par des castings et par des quotas et par des appels à personnes moins normées ou vues comme différentes. Et pour autant, on aimerait pouvoir représenter du monde. Mais qui est prêt à tourner dans un porno à Lausanne qui sera diffusé à Lausanne ? C'est souvent des gens qui sont bien dans leur corps et qui automatiquement répondent plutôt à des standards plus classiques. Donc, mais on va pas non plus refuser ces personnes et puis ne pas filmer un beau couple hétéro qui baise juste parce qu'ils sont beaux et hétéros. Voilà, on essaye de jongler avec tout ça. Ouais, c'est des renégociations perpétuelles en fait. Et puis, je vois ce que tu veux dire et en même temps, pour représenter différents corps, désirs et autres, il peut aussi parfois y avoir la tendance, pas inverse, mais un peu... on montre quelque chose parce que justement c'est une pratique
peu représenter et que ça fasse un peu ah tiens donc c'est la petite curiosité et si c'était que ça irait pas non plus dans le sens où c'est la multiplicité qu'il faut cultiver un peu et la diversité. Exactement. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu peur dès le départ et on a toujours un peu peur de ce moment où il y aura le coup près, de la grosse critique peut-être en disant « Ah mais en fait les meufs, vous dites tout ça, mais elle est où la diversité ?» C'est qu'en fait il faut se laisser le temps. Il faut vraiment se laisser le temps et puis on a peu de moyens, puis on fait avec ce qu'on a, puis on tourne avec qui on peut et qui veut bien et puis voilà, on lance des projets. Et je pense que c'est dans la multiplicité et dans le nombre de films qu'on fera qu'on trouvera un équilibre à moyen ou plus long terme. Enfin, la seule solution, c'est de faire un max de trucs. Et puis comme ça, aussi, on gagne en visibilité, on gagne en crédibilité. Puis peut-être que de plus en plus de personnes vont venir vers nous avec l'envie possiblement de collaborer, de performer. Et du coup, plus de gens, c'est-à-dire aussi plus de corps et de sexualité différents et du coup plus de chances d'avoir la diversité dans nos films quoi. Tu sais, il y a tous ces trucs de queer washing, enfin je sais pas comment l'appeler quoi, mais c'est un peu ça quoi. Ça c'est un peu enfin j'ai l'impression qu'il y a tous les domaines militants qui gagnent en légitimité, mais à mon avis parce que la société est de plus en plus violente et où justement les revendications elles sont de plus en plus fortes et on peut de moins en moins les faire taire. Ça devient beaucoup moins socialement accepté en fait de tolérer des propos qui soient homophobes, validistes ou je ne sais quoi, et où du coup c'est repris mais à tout bout de champ. Ouais, et pas forcément de la bonne manière. Enfin, j'ai souvenir l'année passée des CFF qui s'étaient ornés de leur plus beau drapeau arc-en-ciel pour la journée de la Pride. Et enfin, j'ai aucune idée de ce qu'ils font à l'année pour y faire quelque chose, pour changer quelque chose à l'homophobie latente dans notre société, tu vois. Donc, le queer-washing. Mais c'est plutôt, moi je le disais, enfin, comme je le considérais, c'est aussi évidemment que celui des grands dominants et des trucs structurels, des institutions, il est assez clair. Après, parfois, moi je trouve que finalement ça peut peut-être toucher des gens que ça toucherait pas, donc pourquoi pas. Enfin, je suis pas toujours la plus critique là-dessus, mais là c'est même au sein de notre propre collectif. Parce que tu parles de dominants, mais au sein du collectif, on est une majorité de personnes blanches, relativement aisées ou riches à un niveau mondial. On a un toit sur nos têtes, on a des proches et une famille aimante. On n'est pas dans des transitions lourdes en termes de genre. Et, je dis pas qu'on s'assigne toutes meufs, mais en tous les cas... on subit pas d'extrême violence liée à nos assignations de genre. Voilà, on est privilégiés. Alors oui, on fait du porn. Oui, on est travailleuse du sexe depuis qu'on fait du porn. Et moi, je trouve hyper cool de pouvoir songer à revendiquer ça. Mais on n'est pas non plus les travailleuses du sexe au front. Et je crois que du coup, même si on dit... Enfin, évidemment que c'est cool de vouloir être éthique. Et c'est important qu'on soit hyper attentive. Mais comment faire pour que tout ça, quand même, ça soit... cohérent et juste au final. Et puis comment faire pour pas tomber dans on veut juste représenter plein de gens et du coup on va essayer de trouver des corps différents, mais comment être vraiment intelligente face à ça, face à cette question. Donc je pense qu'au sein des communautés queer, féministes, de grève, de tout ça, enfin, c'est aussi pour ça que parfois le militantisme me fait un peu peur, c'est que le mal, on sait qui c'est, et puis du coup on s'accorde à avoir un méchant commun. Mais on se regarde plus. On questionne peu ou pas assez nos propres dynamiques au sein des plus petits groupes. Et c'est à ça qu'on essaye en tout cas d'être attentive et qui est super enrichissant et génial depuis une année et demie parce qu'on se parle plusieurs fois par semaine. Bon, maintenant on peut plus se voir, mais on se fait des rendez-vous quand même plusieurs fois par semaine et on est super attentive à tous ces points. Et moi je grandis dans ma perception des rapports de pouvoir et de force aussi au sein de... Voilà, dans différentes couches. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, je parlais de famille avant, avec la fête du slip. Tout ça, c'est beau et c'est le côté soleil, lumineux. Mais évidemment qu'on doit constamment questionner. Et si c'est systémique, et si c'est la société, c'est nous aussi, tout le temps.
Ça me fait penser à plusieurs choses que tu as dites, non seulement sur la question quand j'ai dit avant le mot consentement, et où en fait je pense que souvent on l'entend un peu à la manière MeToo, balance ton porc, comme, qu'un rapport doit être validé et qu'il doit y avoir un accord en amont des différents participants, participantes à une relation sexuelle, sinon c'est une agression ou un viol, etc. Mais là où le consentement, c'est en fait des tout petits détails de la vie quotidienne, mais partout, dans n'importe quelle relation, non seulement sexuelle, et ou même, comme tu le disais, dans une relation sexuelle, c'est renégocié, où en fait, dans ton discours, ce qui revient, je trouve, c'est ce truc de micro-politique et d'aménagement déjà à un niveau, que ce soit 2 à 2, ou dans un collectif, ou autre. C'est non seulement le produit final et vos films qui comptent et ce qu'ils représentent, mais c'est rien que la manière de les faire, en fait. C'est exactement ça, puis c'est ça qui nous permet d'avoir cette fameuse force qu'on mentionnait avant. Parce que je pense que si on veut battre le grand méchant commun, il faut qu'on soit forte. Et en fait, on est des personnes fragilisées par nos existences, parce que c'est comme ça la vie. Et il faut en faire une force, mais pour ça, il faut que le terreau dans lequel on est au quotidien, les gens les plus proches avec qui on travaille ou qu'on côtoie, que là déjà on expérimente des formes bienveillantes et intelligentes de fonctionner ensemble. Puis comme ça, on garde et on accumule de l'énergie ensemble pour combattre ensuite, parce que autrement il n'y a rien de plus triste que de partir au combat épuisé par son quotidien et par ses relations proches ou du coup, effectivement, avec Oil, je trouve magnifique les films qu'on fait. Je suis hyper fière et je suis trop contente que maintenant ils soient en ligne, que les gens puissent les voir. J'espère qu'il y a des gens qui se masturbent dessus ou qui les partagent. Enfin, j'espère vraiment. C'est trop beau, mais aussi et surtout, c'est trop beau parce que on fait une expérimentation collective de bienveillance et on est super forte à ça. Et je pense que ça se ressent dans les films. C'est ça qui compte le plus, donc... Le reste, après, c'est propre à chacun, chacune, la manière de recevoir un film porno. Moi, ces films, je les ai vus des dizaines de fois, je le disais l'autre jour à ma coloc. Et puis, suivant dans quel contexte, avec qui, ou l'humeur dans laquelle je suis, mais je les perçois, mais totalement différemment. Je les ai vus screenés en cinéma, je les ai vus sur mon ordi, je les ai montrés à ma filleule, enfin une personne très proche, ma petite sœur, que j'ai visitée à Montréal il y a quelques semaines. On avait bu un peu, et puis j'ai mis les films et je les ai jamais trouvés aussi beaux que dans ce contexte-là, sur ce canapé avec une amie de Chicago et Léa. Et je les ai revus et redécouverts, donc ça on peut pas décider de ce que nos films vont être pour les gens. On peut que décider de ce que c'est ce collectif pour nous, puis ça, on le fait bien. Et puis j'essaye de du coup mimétiser ce qu'on apprend dans le collectif, dans ma vie au quotidien avec mes proches, pour que ça fonctionne mieux en fait, et puis qu'on soit plus doux tous ensemble les uns envers les autres, parce que je trouve que ça manque de douceur. De manière générale, si je regarde derrière moi, ma vie, elle n'est pas très douce, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, et puis ça revient aussi à ce que tu disais avant, où il n'y a pas le porno mainstream et le porno alternatif, ou porno mainstream des tubes comme, je sais pas, X-Hamster ou j'en sais rien quoi. Et Oil, j'imagine que c'est pas les pratiques qui sont plus douces ou je ne sais quoi, c'est juste que dans le processus, dans la manière dont c'est fait, juste il y a une réflexion derrière, il y a une volonté éthique, et c'est ça qui peut impacter le produit fini, qui a toujours une visée potentiellement excitante, masturbatoire, mais où ça, effectivement, comme tu l'as dit, ça appartient après aux personnes. Oui, puis c'est pas, ça annule pas la possibilité d'aller aussi sur ces fameux tubes. Moi, j'ai été une grosse consommatrice de porno classique, mainstream pendant des années. Après, j'avoue que depuis que j'ai commencé Oil, ça a redéfini complètement ma sexualité et ma perception de à peu près tout, c'est-à-dire mon corps, le corps des autres, les corps ensemble, et aussi le porno. Et puis je vais plus sur des tubes mainstream du tout, parce qu'en fait j'ai trouvé un moyen d'avoir du plaisir sans plus avoir besoin de ça. Donc voilà, c'était une aide, et puis j'ai plus besoin de cette aide-là. Mais ça n'empêche pas, quoi. Vraiment, moi je trouve... au début, quand les premiers journalistes venaient vers nous et puis nous posaient des questions, c'était toujours ça. C'était... En quoi c'est mieux et pourquoi comment ça se place contre.
Mais non, il n'y a pas de contre, Oui. en fait. Il y a juste, on fait... Il y a en plus, il y a avec, il y a autre. Dans ton cœur, quand il y a une nouvelle personne, t'en enlèves pas une autre. Tu rajoutes, tu fais plus grand, quoi. Enfin, je sais pas, nos vies, elles sont extensibles. Donc du coup, effectivement, le côté masturbatoire du porno et puis la perception des sexualités et la représentation du désir et tous ces trucs, c'est quasi de la psychologie, quoi. Et du coup, ça, c'est propre à chacun, chacune, au contexte de diffusion. Et ça peut être un mauvais film, pas du tout éthique, sur un tube un jour, et puis le lendemain, une magnifique proposition de Oil ou d'autres gens qui font du porno éthique, quoi. Je me suis demandé avant, quand tu parlais du fait d'être travailleuse du sexe, et plusieurs fois c'est revenu déjà depuis le début, où tu parlais aussi des habitantes de ton village natal. Est-ce que tu y as pensé avant de te lancer ? Enfin, je te pose ces questions parce que c'est vraiment des questions que moi je me suis posées, par exemple, c'est tout con, hein, mais avec ce podcast. Ah, tout à fait. Je vois tout à fait. Aussi sur la terminologie. Quel mot utiliser tout d'un coup dans ta tête Ouais. Je pense pas que ça soit comparable au travail du sexe, qui est, à mon avis, beaucoup plus stigmatisé, qui provoque de la curiosité, etc. Mais je me dis, qu'est-ce que ça a fait pour toi de dire, je lance un collectif de porn. Mais je pense que tout est comparable dans le sens où c'est graduel, enfin c'est une gradation, c'est un escalier quoi que j'ai grimpé. Et j'ai commencé bien avant Oil, avec mon travail de mémoire, quand j'étais à Berlin. Alors à qui je disais que je faisais un travail de mémoire sur le porno, à qui est-ce que je disais que je faisais un travail sur la communauté queer, ou à qui est-ce que je disais que je faisais un travail sur des artistes. C'était un peu les 3 niveaux. Je m'intéresse à des artistes à Berlin, ou je m'intéresse à des artistes queer, ou à des artistes queer qui font du porno. Puis j'avais un peu suivant en face de qui j'étais, je dévoilais certains niveaux. C'est encore le cas aujourd'hui, hein. Il y a des personnes à qui je vais dire que j'ai un collectif artistique qui s'intéresse aux questions de sexualité, de genre et de porno. Mais je mets le porno comme étant quelque chose qu'on questionne et pas quelque chose qu'on fait, tu vois, enfin... Et je pense que c'est des étapes à passer avec soi et auprès de différents groupes et différentes personnes. Moi, c'est pas la même chose par rapport à mes très proches, ma mère par exemple, que par rapport à, j'en sais rien, des amis ou des parents d'amis ou les habitants d'un village d'enfance. Enfin voilà, ça dépend aussi comment tu te sens au jour le jour. C'est pour ça qu'il y a un truc très étrange avec les préenregistrements et le non direct, c'est-à-dire que là, je suis dans une énergie, demain une autre. Mais voilà, il y a un moment où le but de ce collectif, c'est de parler de porno. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de dire qu'on faisait du porno et qu'on n'a pas dit film érotique ou film à contenu pornographique. Enfin, on fait du porn et on veut utiliser ce mot. Et quand je passe sur des radios ou des médias un peu plus institutionnels, j'essaye de bien placer 2-3 mots qui rappellent les gens un peu à l'ordre. Que oui, on peut se branler, que oui, on peut jouir, que... Voilà, juste arriver avec... habituer un peu les gens à entendre pour justement qu'on arrête de se dire que c'est complètement différent. C'est pas une case ailleurs, c'est pas une bulle ailleurs. Oui. Et je pense que le travail du sexe non plus. Après, là, c'est la première fois, je crois, que je dis travailleuse du sexe. Je crois que c'est un questionnement qui est en cours. Pas sûr, est-ce que je veux le dire ou pas, mais est-ce que c'est légitime ou pas de le faire. Toujours faire attention à aussi non plus pas s'approprier les... les espaces. C'est une question, je sais pas ce que t'en penses. Des comptes de travailleuses du sexe que je suis qui le font sous forme prostitutionnelle. Je sais que plusieurs fois ça a été questionné justement cette limite de qu'est-ce qui est du travail du sexe en fait et qu'est-ce qui n'en est pas. Mais en tout cas, la création de contenu porno, enfin de porno juste tout court, je pense que ça en est. C'est une autre forme en fait, mais c'est du job, c'est en fait juste c'est un travail quoi. C'est un travail qui inclut un service sexuel mais relativement indirect, c'est vrai, et puis avec la question du timing, c'est le truc indirect en fait. Mais à voir, en tout cas de plus en plus je trouve cool parce que c'est un terme que les gens commencent à assez avoir entendu pour le réutiliser, et après les personnes concernées utilisent d'autres termes plus trash parfois et qui sont cool, c'est cool de dire qu'on est des putes, et c'est bien et c'est important si on est concerné. Du coup je pense que c'est bien aussi de
de pas trop se protéger, mais ça c'est parce que justement on a accumulé cette force avec le collectif que de plus en plus on ose s'exposer, je pense. Au départ on a pris des pincettes, on en prend toujours pour... voilà, chacune on a nos postures, mais je pense que plus on aura de la force, plus on pourra s'exposer, plus on pourra déranger, plus on pourra en parler. Moi la seule personne qui m'importe c'est ma maman, c'est elle, je veux pas qu'elle subisse trop de violence par rapport à ça. Je crois qu'elle a pas mal d'inquiétudes parce qu'elle n'arrive pas toujours à expliquer ce que je fais, mais avec le temps, elle apprend et elle est magnifique dans son apprentissage et hyper touchante et c'est trop beau. Mais c'est difficile, peut-être le plus c'est pour elle et c'est la seule personne pour qui je pourrais prendre des décisions à des moments de dire ou pas dire. Mais autrement, franchement, je m'en tape de ce que les gens de mon village d'enfance pensent. Et puis j'espère qu'ils se branlent, et puis s'ils veulent le code, je leur donne, et puis... Non, mais c'est clair. Puis j'irais bien tourner un porn. Ah, mais en plus, non, mais c'est fou que tu parles de ça. De quoi? On a mentionné la semaine dernière qu'on allait aller probablement faire quelque chose par là-bas. Ok. Parce qu'il y a une magnifique nature. Ça sent le porn champêtre. J'en dis pas plus. Ouais, même féerique ou elfique. Je suis vraiment en train d'imaginer des elfes pinés, quoi. Ouais, trop bien, non? Donc tu vois, au final... Non, mais je pense que c'est... Il n'y a pas de réponse toute faite à ça. C'est vraiment hyper propre à chacun, chacune. Et puis... Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir... on dit sauter le cap. Non, passer le cap. Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir fait genre... Hop. Tu vois, jamais, à aucun moment. Ça a genre été hyper graduel. D'abord, on a décidé de lancer ça. Ensuite, tu tournes le premier film. Après, j'ai pour la première fois joué dans un film. Ensuite, puis, petit à petit, tu grandis comme être pornographique. Ouais. Et c'est trop bien. Pardon, du coup, j'étais... Le fait que tu aies utilisé être et qu'il y a 2 minutes, on ait parlé de elfe, j'ai eu un espèce de micmac dans ma tête. Pas de souci. C'est hyper bien. On peut parler de tout. Moi, j'aime pas que le porno. Non, j'imagine bien. Mais tu penses aussi que désormais, d'en faire du porn, ça change quelque chose maintenant à ton féminisme? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis pas sûre. Enfin, d'avoir cet ancrage-là. Je pense que c'est... on parlait avant d'empowerment puis de côté badass. Je dois avouer que c'est peut-être la chose principale. C'est que ça m'a donné une assurance, presque une justification ou pas une crédibilité, je cherche un peu le mot, enfin le droit d'être féministe. Enfin, ou en tout cas une légitimité, voilà, je l'avais pas encore dit, hein. Je sais plus. Enfin, j'ai le sentiment qu'avec ce projet de Oil, ouais, ça légitime mon féminisme et puis ça me donne ce côté genre, ah bah oui, la personne peut douter. Ça donne une sorte de carrure, quoi. Enfin, si tu... Ouais. Tu vois, je sais pas, je trouve que quand je prends ce masque-là et que je suis cette personne Mélie de Oil, enfin, parce que c'est pas toujours le cas, enfin, on a plein de facettes, je me sens vraiment super forte. Donc, en ça, c'est hyper féministe. Et ça change mon féminisme. Ouais. Ok. Et est-ce que dans ta vie perso, c'est quelque chose de très présent aussi? Le féminisme ou le porn? Ou les deux? Féminisme. Ouais, c'est très difficile. Le seul aspect, qui n'est pas des moindres, qui peut me faire parfois douter de si j'ai vraiment envie de continuer d'avoir ces lunettes. Parce que c'est beaucoup de tristesse, de douleur, d'incompréhension, de difficulté à communiquer avec mes proches. Des gens que j'affectionne énormément, qui sont ma famille choisie, qui sont toute ma vie, mais avec qui on ne porte pas les mêmes lunettes. Tu dis du fait de ne pas avoir les mêmes expériences? Oui, et de ne pas avoir les mêmes perceptions, de ne pas en être au même endroit sur ce chemin, ou de ne pas avoir pris le même chemin. Et je pense que c'est hyper sain et génial d'être entourée aussi de personnes qui ne sont pas hyper militantes ou qui sont en train de parfois découvrir des aspects de ce militantisme ou de commencer à s'indigner. C'est touchant. Et des fois, c'est douloureux. Des fois, enfin, voilà, dans ma vie personnelle, parfois, je suis un peu tiraillée et des fois, ça m'arrange de pouvoir juste poser les lunettes un moment et j'essaye. Mais c'est difficile. Et le porn, c'est plus facile. C'est assez commun, la sexualité, les corps, le désir, les orgasmes, tout ça. Ça, on parle tous le même langage. Qu'on ait une pratique sexuelle ou non, on a quand même tous un corps.
Et ça, je peux en parler avec tout le monde de cul. Mais de féminisme... et puis le fait d'avoir accumulé un bagage théorique, on en parlait avant, hein, que c'est vite chiant en fait, mais en même temps, dans ma tête, les mots et les structures théoriques, je les ai quand même. Et puis j'essaye des fois de les démonter, de les déconstruire, c'est important, mais j'arrive pas toujours. Et puis des fois, on parle pas toujours le même langage. Mais c'est beau, c'est pire beau aussi, mais c'est pas mal de tristesse. C'est un peu juste de la tristesse, je crois, de... C'est vrai, tu dirais que c'est l'émotion que tu lis j'aimerais une poudre magique que je pourrais jeter sur tous les gens que j'aime pour qu'on puisse juste regarder dans les mêmes lunettes à certains moments, puis pouvoir aller encore plus loin, tu vois, parce que des fois c'est une frustration en fait, c'est ça. C'est une tristesse. Ah, t'as l'impression que comme vous n'êtes pas forcément au même point, la communication peut pas aller plus loin, on rencontre des obstacles. Ouais, clairement. Et puis que je dois souvent serrer un peu les dents parce qu'autrement je passe pour celle qui fait des théories ou qui est condescendante. Du coup, tu vois, tu dois un peu... ronger ton frein, quoi. Ronger ton frein, puis en même temps, c'est hyper important d'être tolérant dans toutes les postures de tout le monde. Et puis, on peut être féministe de 1000 manières. Et puis, je pense que mes potes sont féministes, évidemment. Hein, c'est pas ça que je dis, mais parfois de trop baigner là-dedans, puis de tellement aller loin dans les réflexions. J'ai des amis, il y a une personne avec qui je converse au quotidien depuis des mois à ce sujet-là, mais pas que, mais on philosophe constamment. Du coup, on va de plus en plus... Enfin, voilà, on est en train de vous effritez le sujet. Ouais, et puis on modélise notre perception commune des choses, puis du coup, c'est genre hyper mystique. Je pense que c'est pas lié spécifiquement au féminisme ou au porn, c'est juste des tendances que certaines personnes dont je fais partie, on peut avoir à sur-réfléchir ou penser à des trucs, puis triturer, et puis... Je vois bien. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas que ça, il faut aussi un peu méditer et puis éteindre de temps en temps cette partie-là de nous, quoi. Parce que trop penser... J'ai des migraines ces temps, vraiment, le soir. Mais tu penses que c'est en partie lié au fait que c'est des questions qui prennent beaucoup de place dans ton cerveau ou dans ta vie en ce moment? Des réflexions liées au féminisme? Ouais, il n'y a que ça. Tu vois, je suis confinée chez moi depuis 5 semaines. Qu'est-ce que tu veux bien qu'on fasse? Enfin, voilà, à part surinvestir ton cerveau. Ouais, j'ai de la peine à regarder des films et à lire parce que j'ai de la peine à me concentrer de manière générale. Du coup, je peux dormir, je peux jouer un peu, je joue au poker ou des trucs comme ça. Je peux converser avec des gens sur comment je fais mon pain et mon kéfir et puis parler de trucs de trentenaires bobos. Mais après, il reste je sais pas combien d'heures dans la journée et puis en fait... il est là, l'os à ronger, donc je le ronge, quoi. Après, j'ai peut-être des migraines aussi parce que je sors pas assez marcher, et puis je devrais juste aller faire un tour. Mais je suis flemmarde. Mais du coup, tu dirais que l'émotion, en tout cas, là, en ce moment, liée à ton féminisme, ce serait plutôt de la tristesse? Non, c'est quand tu me posais la question, si je dois le rapporter à ma vie personnelle, uniquement. Non, c'est... Parce que moi, parfois, c'est... c'est colère, là. Enfin, surtout ces temps, je suis dans une phase de colère. Et puis, je trouvais très juste un truc que tu as dit d'éteindre son cerveau, en fait. Parce que parfois, c'est aussi épuisant. Enfin, je dis ça et je fais un podcast sur le féminisme, tu vois, donc où est la cohérence? Mais... Oui, mais t'es dans l'activité. Ouais, je pense que parfois, je pense que... Dans ma vie perso, je parle pas de ça tout le temps, en fait. Ou je regarde pas que des films estampillés... féministe, etc. Parce que parfois, juste, j'ai envie de jouer aux Sims ou j'ai envie de, je sais pas, faire un truc qui mobilise pas cette partie-là parce que, comme tu dis, elle fait reflet de choses qui me font mal, en fait, suivant comment. Oui, puis je pense que les allers-retours, ils sont vraiment hyper importants pour nourrir une réflexion qui tienne et puis avoir une posture qui soit des plus cohérentes. C'est vraiment important de sortir, entrer et puis essayer de revenir avec un nouveau bagage accumulé, tu vois. Si tu joues aux Sims pendant 2 heures, tu fais fi de ce que tu penses de la représentation de l'hétérosexualité dans les Sims et puis après tu reviens à ta réflexion avec ces 2 heures d'expérience d'un jeu qui nous a formés quand on avait 11-12 ans et qui nous a appris que la vie c'était ça et puis tu peux questionner plein de trucs. Je t'avoue que pour le coup... C'est drôle que tu dis ça parce que pour le coup, j'ai fait
J'ai fait des personnages où le type avait plein de maquillage et il était trop beau et j'étais trop contente. Enfin bref, du coup voilà. Trop bien. Oui, mais rien n'empêche. Mais même éteindre le cerveau, moi je le pensais à un côté encore plus hippie que ça. C'est vraiment juste éteindre le cerveau de manière générale. Parce qu'évidemment qu'on bouillonne et puis on questionne plein de choses, comme tout le monde en ces temps de confinement, puis de manière générale. Mais c'est pas que éteindre la réflexion féministe, c'est juste faire des pauses, arrêter de s'entendre penser à des moments tout courts. Et puis c'est là où c'est cool d'avoir des activités, quelles qu'elles soient. Vraiment, pas oublier qu'on est un corps et qu'on a une tête qui pense, mais qu'on a aussi des émotions, on a aussi des pulsions, puis essayer d'être un peu à l'écoute d'autres, à d'autres niveaux, quoi. Ça nous renforce aussi, ça c'est dans l'idée d'avoir de l'énergie. Et de refaire ses batteries aussi. Ouais, c'est clair. Trop bien. En général, à la fin, je pose des questions aux personnes par rapport à leurs recommandations. Je ne sais pas si tu en as en particulier sur des thématiques féministes, Oui, j'avais même pas pensé à ça. Quelque chose que tu aurais envie de partager. Trop bien, c'est une bonne question. Alors, je consomme très peu de choses estampillées féministes. Parce que j'ai justement cette passion d'aller consommer autre chose et puis la questionner avec les lunettes. Mais si je regarde autour de moi, ce serait le truc le plus sincère à faire, je pense. J'ai des lectures de petits bouquins à contenu érotique parce que j'ai récolté des livres pour le podcast de Oil, mais on va les dévoiler dans les podcasts, donc j'ai même pas envie de donner la référence. Sur mon lit, j'ai un bouquin de Alain Damasio, qui est un écrivain français qui s'appelle Les Furtifs. Je le lis aussi. Genre, d'habitude, déjà, je lis pas les gros livres, il fait 750 pages, je lis pas de science-fiction, enfin, vraiment, je suis vraiment la dernière personne qui aurait pu aimer ça. Et c'est trop bien. C'est un roman dystopique qui se passe au milieu 2045, je dirais. Et en ces temps de confinement et de pandémie, ça questionne exactement tout ce qu'il faut. C'est-à-dire les questions de société de contrôle, de vers quoi on pourrait tendre, aussi d'amour, de liens, de famille. Je pense pas que ça soit plus féministe que ça. Il y a un personnage non-binaire, c'est déjà cool. Après, c'est quand même écrit par un mec blanc français. Voilà, mais c'est ok. Je suis trop contente de passer à travers cet objet culturel. Et il y a un travail sur la typo qui a été fait par une meuf dont j'ai pas le nom de tête, mais que tu pourrais peut-être citer, qui est extraordinaire parce qu'en fait tout ce livre, pour arriver à transmettre des différentes voix, parce que tu es dans la tête de tous les personnages, ils utilisent des typos très particulières et c'est genre fascinant le boulot qui a été fait et bravo à elle. Ouais. Moi, j'arrive pas du tout à le lire parce que justement, il m'angoisse. Ouais. Ah oui, parce que trop actuel en fait. Trop actuel, la société de surveillance et tout. Et du coup, je sais pas. Tu sais, c'est comme quand t'es triste et t'écoutes de la musique triste. Moi, au début du confinement, j'ai recommencé ce bouquin que j'avais déjà essayé de lire, mais à une période où j'avais pas assez de temps. Bref. Et en fait, j'arrive pas, quoi. Ça m'angoisse trop. Mais bref, que des trucs qui m'enfonçaient dans mes méandres psychologiques. Du coup, moi, je vais conseiller plutôt... Mais il est super. Et quand j'aurai plus de force et assez joué aux Sims, je le relirai. Ouais. Et là, ce que tu disais sur recharger les batteries, etc., ça m'a fait penser à une vidéo très courte que j'ai vue passer sur YouTube récemment de Angela Davis, qui parle de radical self-care. Comme quoi, s'occuper de soi, c'est déjà un premier pas hyper important pour développer de la bienveillance et de l'empathie pour autrui. Exactement. Et puis, je pense qu'on en manque parfois, donc que c'est toujours cool pour se souvenir qu'il faut être... il faut être sympa avec soi. Non, il faut aussi parfois se regarder avec honnêteté, mais que c'est important de prendre soin de soi, en tout cas. Ouais, mais c'est pas évident parce qu'il y a un peu ces clichés de ce terme self-care, on l'a un petit peu... Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai un peu l'impression de voir passer des logos de bains et de tisanes et de trucs comme ça. J'en sais rien. Je dis pas qu'il faut pas en prendre, mais je pense que le self-care, il faut vraiment le questionner comme étant profond et intérieur et essayer d'identifier qu'est-ce qui peut être toxique pour nous et l'éliminer. Du coup, le self-care, c'est un travail... Ouais, c'est un gros travail. C'est clair. Et en plus de ça, je pense que c'est un travail
hors du travail. Enfin, je sais pas comment dire, mais que Non, c'est pas ouais. pour devenir la meilleure version de soi, la plus yogi possible ou je ne sais quoi, ou la plus propre. Enfin, pour moi, des fois, le self-care, c'est juste de passer mon dimanche en pyjama, sale, et puis à rien faire, quoi. Oui, accepter le vide et le rien. Je pense qu'en ces temps de confinement, c'est cool, quoi. Accepter les périodes de down. J'ai dû annuler 2 fois notre rendez-vous parce que j'étais down. Et surtout tenir bon et se dire qu'après, il y a le haut. Et ouais, se faire confiance. Je crois que le self-care, c'est aussi ça. C'est juste se dire que si on est arrivé jusqu'ici comme ça, c'est qu'on peut bien encore aller plus loin, mais il faut être attentive. Puis oser demander un petit peu d'aide si jamais. Claire. Ça, c'est cool. Non, c'est clair. J'aime trop les réseaux sociaux ces temps pour ça. J'ai jamais autant communiqué avec certaines personnes avec qui j'avais quasi aucun lien avant. C'est vrai, alors moi, j'ai un peu coupé. Au début, j'ai eu ce truc où j'avais très envie de voir ce qui se disait, de me sentir connectée, justement. Et en fait, après, je me suis pris une vague... Enfin, en tout cas, moi, je suis sensible aux injonctions. Et j'ai tendance à me comparer. Super. Et ça a été un peu anxiogène, en fait, de voir ce que les gens faisaient, etc. Enfin, d'être trop sur les réseaux, ça commençait à impacter, en fait, ma santé mentale. Ce qui fait que maintenant, je fais un peu... Bien. Enfin, c'est un outil, les réseaux sociaux fous, de se sentir ensemble, comparé à comment je fonctionne. Ouais, Je peux vite tomber dans des travers. Et puis, j'ai des monomanies. Donc, voilà, je pense que 6 heures d'Instagram, c'est pas nécessaire. Et que je peux très bien m'en sortir sans. Ouais, c'est un peu ça. Ou aller sur Oil Production et puis juste sortir de ma tête et investir mon corps, par exemple. En tout cas, merci beaucoup pour cette conversation. Je suis très contente qu'on ait pu enregistrer ça. Merci à toi, vraiment. Et puis à bientôt. À tout bientôt. Merci à Mélie pour la confiance et à toi pour l'écoute. Si tu as apprécié cet épisode et plus généralement mon travail, n'hésite pas à le soutenir, le partager, le commenter sur ton appli de podcast préféré, que ce soit Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Spotify, peu importe. Mais montre-le-moi, ça me fait toujours plaisir et ça donne de la force. Merci à Décadré pour la collaboration et la diffusion. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode de Décharge. Merci encore et à bientôt.